Daniel Bokertov, on va commencer ce journal en tentant de faire le point sur les pourparlers autour de la prolongation de la phase 1. Oui, effectivement, Ilana, et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas la moindre percée dans ce dossier. Le seul développement tangible, c'est que Steve Witkoff, l'émissaire du président Trump, doit arriver dans la région dans les tout prochains jours. On en a déjà parlé de cette visite de Steve Witkoff ces derniers jours, mais hier soir, c'est le département d'État qui a fait l'annonce officieusement. L'administration américaine et Witkoff lui-même sont plongés dans le dossier ukrainien et cela donc nécessite la présence de l'émissaire à Washington. Concrètement, Witkoff tente d'obtenir du Hamas via l'Égypte et le Qatar un engagement à prolonger la fameuse phase 1 et à poursuivre la libération des otages. Face à cela, il y a toujours la menace d'Israël de reprendre les combats et de cesser l'acheminement d'eau et d'électricité dans la bande de Gaza. Là encore, on estime côté israélien qu'aucun développement n'interviendra avant la semaine prochaine, c'est-à-dire après la prise de fonction jeudi du nouveau chef d'état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, et après le fameux sommet du Caire. Et c'est d'ailleurs au cours de ce sommet que les Égyptiens doivent présenter leur plan alternatif au plan Trump sur l'avenir de la bande de Gaza après la guerre. Oui, on commence à connaître un peu les détails de ce plan qui prévoit avant tout la mise à l'écart du Hamas de toute forme de pouvoir dans la bande de Gaza. Il évoque le plan, la création d'un comité international qui sera formé de personnalités de pays arabes modérés, des États-Unis, de Grande-Bretagne et de l'Union européenne. Ce comité prendra le contrôle de la bande de Gaza pour une période transitoire. Ce plan vise à contrer, on le sait, celui qui a été présenté au cours des dernières semaines par Donald Trump et qui prévoit le déplacement de la population gazaoui à l'extérieur de la bande de Gaza, en particulier en Égypte et en Jordanie, bien sûr. Ces deux derniers pays s'opposent farouchement au plan Donald Trump. Un débat très houleux, par ailleurs, hier à la Knesset autour de la formation d'une commission d'enquête sur les événements du 7 octobre. Oui, un débat qui s'est accompagné d'une violente empoignade entre les familles endeuillées et les gardes de la Knesset qui les ont empêchés de protester au balcon de l'hémicycle et les ont fait sortir manu militari, si l'on peut dire. Il faut souligner que depuis que des familles avaient interrompu les débats du Parlement en juin dernier, le président du Parlement, Amir Ohana, avait donné des directives pour limiter l'accès de ces familles au balcon. Le président de la Chambre a demandé hier soir d'enquêter pour déterminer les circonstances de ces violences constatées hier. Et puis le Premier ministre a pris la parole au cours de ce débat et il a tenu des propos assez clairs. Oui, effectivement, nous voulons la création d'une commission d'enquête, mais une commission d'enquête qui soit objective sur le 7 octobre. Le Premier ministre a reconnu qu'il était indispensable d'enquêter sur le drame qui s'est produit ce jour-là, mais il faut que cette commission bénéficie de la pleine confiance du peuple et ou de moins la majorité du peuple, la forte majorité du peuple, a dit Benyamin Netanyahou. Et pour cela, il faut une commission qui soit totalement indépendante. Le Premier ministre a également exigé la tenue d'enquêtes sur les fuites qui se produisent après des réunions du cabinet restreint pour la sécurité nationale. Ceci étant, le Premier ministre a profité de cette occasion, de ce discours, pour lancer un sévère avertissement au Hamas. Si vous ne libérez pas les otages, il y aura des conséquences que vous ne pouvez pas encore imaginer. Et puis hier, toujours autour de ce débat, Yarden Bibas a fait parvenir au Premier ministre une lettre émouvante. Oui, dans cette lettre qui a été lue à la tribune de la Knesset par le député Hili Troper, Yarden Bibas a écrit entre autres: le matin du 7 octobre, l'État d'Israël n'était pas à Nir Oz, mon kibbutz, c'est celui de ma femme chérie, de mes enfants, Ariel et Kviri. Il n'y avait à Nir Oz le 7 octobre que des héros locaux qui ont combattu avec bravoure. Aujourd'hui, après 514 jours, je suis rentré en Israël de Gaza dans une terrible réalité, au cours de laquelle j'ai dû, a dit Yarden Bibas, enterrer ma femme et mes deux enfants. Je ne souhaite à personne un tel cauchemar, mais monsieur le Premier ministre, malgré cette douleur insupportable, je vous demande de vous arrêter, car l'heure de la vengeance n'a pas encore sonné. Nous devons avant tout libérer tous les otages, et ensuite seulement, il faudra éradiquer le Hamas, a écrit Yarden Bibas. Enfin, pour terminer, Dori Gold, l'un des plus célèbres diplomates israéliens, est décédé hier à l'âge de 71 ans. Oui, Dori Gold a été plusieurs fois ambassadeur. Il a été le directeur général du ministère israélien des Affaires étrangères et l'un des proches conseillers de Benyamin Netanyahou. Il est comme l'un des artisans des accords d'Abraham. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a exprimé sa profonde peine à l'annonce du décès prématuré de Dori Gold et il a publié un communiqué dans lequel il lui rend un hommage appuyé. Dori était un diplomate exceptionnel, un chercheur prolifique et un ami personnel proche et doté d'une intégrité intellectuelle rare, a déclaré le Premier ministre. Merci beaucoup Daniel, on vous retrouve à 7h30 tout à l'heure pour la revue de la presse israélienne. Une
Page météo pour compléter le premier journal d'information. Le temps sera ensoleillé, mais avec une légère baisse des températures. Il fera 16 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 23 degrés à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le docteur Eli Carmon. Eli, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes chercheur à l'Institut contre la lutte terroriste à l'université Reichmann, l'université d'Herzliya, et nous voulions vous solliciter pour deux dossiers qui sont les deux dossiers, on va dire, diplomatiques et importants de cette semaine. Le premier, bien, c'est ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas pour l'instant au niveau de la suite de la mise en application de l'accord qui devrait permettre la libération des otages. Et le deuxième dossier, bien entendu, c'est toujours ce clash impressionnant entre Donald Trump et Zelensky et les répercussions qu'il peut avoir. Alors, on va commencer par le dossier des otages. On voit Witkoff apparemment préoccupé plutôt aujourd'hui par ce qui se passe en Ukraine que par ce qui se passe ici au Proche-Orient, et tout ça retarde entre autres la visite qui était prévue ici au Proche-Orient, et on ne voit pas véritablement de progrès. L'idée d'Israël, c'est de prolonger la phase 1 et de permettre la libération au moins d'une partie des otages. À votre avis, vous pensez que c'est une tactique qui est souhaitable aujourd'hui dans le contexte actuel? D'abord, je crois que le président Trump est très intéressé d'arriver à un accord de paix tant en Ukraine comme ici à Gaza, dans la guerre de Gaza. Mais on voit qu'il y a des difficultés très importantes. Il y a une crise entre les États-Unis, ou la présidence, et le président Zelensky de l'Ukraine. Il y a une coalition européenne très forte qui est menée par la France et la Grande-Bretagne pour tenter de trouver une solution européenne, un apport européen à l'Ukraine. Et donc, ce qui reste pour le moment sur la table est très facile, non facile, mais disons plus facile pour le président Trump d'arriver à un accord, c'est la guerre à Gaza. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a la grande conférence des chefs d'État arabes qui doivent présenter à Trump une proposition très importante qui a, je crois, deux parties. Une partie se réfère à la fin de la guerre à Gaza, qui n'inclut pas justement, ou qui s'oppose à l'exclusion des Palestiniens de Gaza, comme le président Trump a proposé il y a quelques semaines, et un plan de paix avec Israël qui serait un plan plus important, plus facile pour être accepté par Israël, une continuation du plan de paix saoudien qui a été construit par un plan arabe, et maintenant il y a un nouveau plan arabe. Et donc le président Trump, je crois, il a les moyens de faire pression tant sur l'Israël, surtout sur le Premier ministre Netanyahu, mais aussi sur les pays arabes et sur le Hamas à travers les pays arabes. Cela inclut le Qatar, où se trouvent encore les dirigeants très importants du Hamas. Je crois que la proposition israélienne de continuer dans des petites phases de libération des otages n'est plus en question, parce qu'il y a une nouvelle initiative, celle du représentant du président Trump, Steve Witkoff, qui n'est pas encore arrivé ici, mais on a parlé d'une proposition en deux étapes. Oui. Une première étape pour libérer la moitié des otages vivants, et la deuxième étape qui serait la phase finale et qui mènerait à cesser le feu total et à commencer la reconstruction de Gaza. Et je crois que ça, c'est un signe que le président Trump travaille justement pour arriver à cette solution. En cas de succès, je crois que ce serait un très important succès diplomatique du président Trump, tant dans le Moyen-Orient, mais aussi comme une carte dans les problèmes ou la crise avec l'Ukraine. Et aussi, il y a un autre signe, c'est l'invitation que le président a fait personnellement à Eli Sharabi, l'otage qui a parlé tellement d'une manière très impressionnante à la télévision, et il est maintenant à la tête d'une délégation
d'otages et de leurs familles qui se trouvent à Washington, qui peut convaincre peut-être le président Trump, mais aussi l'opinion publique et les politiciens américains de soutenir le plan de Steve Witkoff et la fin de la guerre. Alors, vous êtes en train de nous expliquer, Elie, qu'en fait, tout est lié. C'est-à-dire, il y a des interférences entre tous les dossiers, c'est-à-dire le dossier de l'Ukraine et le dossier du Proche-Orient, et que dans le contexte actuel, Donald Trump est intéressé à montrer qu'il est capable de régler le dossier du Proche-Orient à travers ce plan, mais que ce plan, il s'inscrit dans le contexte du sommet du Caire d'aujourd'hui et de demain, et dans le contexte on va dire, du nouvel ordre mondial que le président entend instaurer, c'est cela? Oui, c'est mon impression, mon évaluation, et encore plus, il y a des informations comme quoi le Premier ministre Netanyahu a envoyé à Moscou son attaché militaire pour négocier la possibilité que la Russie retienne le contrôle de la base navale de Tartus en Syrie. Et cela serait proposé au président Trump comme un atout dans sa négociation avec le président Poutine sur l'Ukraine. Okay. C'est un cadeau. Et cela parce qu'Israël est intéressé à neutraliser, si possible, l'influence croissante de la Turquie, même menaçante, parce qu'on parle d'une implantation militaire turque dans le pays, en Syrie, qui serait comparable ou peut-être plus dangereuse que celle de l'Iran. Alors, j'ai vraiment du mal à faire le lien. Vous dites qu'il y a un lien, mais concrètement, quand on arrive au dossier des otages, comment on persuade le Hamas de libérer les otages et de ne pas et comment on persuade Israël de ne pas reprendre les combats? D'abord, s'il y a vraiment une coalition arabe très importante, avec la participation du Qatar qui doit changer, je crois, de politique envers les dirigeants qui se trouvent sur son territoire et qui continuent à vivre une vie très, très confortable. Mais aussi la reconstruction de Gaza. Qui va financer la reconstruction de Gaza? Est-ce que c'est possible de le faire sans l'apport de l'Arabie saoudite, des Émirats et du Qatar? Quoique, personnellement, je crois que même beaucoup d'éléments dans cette coalition ne veulent pas la participation du Qatar, mais quand même, le Hamas doit comprendre qu'il ne peut pas survivre parce que, d'abord, il n'y aura pas une reconstruction de Gaza. Et en deuxième partie, c'est qu'il y aura peut-être un blocus économique, humanitaire, qui déjà a commencé, mais pour le moment, il n'est pas effectif parce qu'il y a encore des réserves suffisante de nourriture à Gaza. On parle de fermer l'eau et l'électricité qui serait vraiment un pas très très dangereux, non seulement pour le Hamas et la population, mais même aussi pour l'image d'Israël à l'étranger. Est-ce que, si je devais vous poser la question comme cela, est-ce que combien de pourcentage de probabilité vous pensez qu'il y a d'une reprise de combat d'Israël à l'intérieur de la bande de Gaza pour terminer le travail, comme on dit, et totalement éradiquer le Hamas, si c'est possible? Selon ce qu'a publié la presse, les moyens de communication israéliens, Israël pense que s'il n'y a pas de résultat de la négociation du plan Witkoff dans 10 jours, on va entrer dans une opération militaire très importante. Mais il faut tenir compte du fait que Steve Witkoff parle de 50 jours de cessez-le-feu, pendant lesquels il y a des négociations. Et donc, si Israël décide de le faire après 10 jours, c'est un peu contraire au plan américain. Le deuxième élément qui peut, disons, pousser Israël à ne pas ouvrir une action importante militaire, c'est que demain ou après-demain, pratiquement demain, c'est le nouveau chef d'état-major, oui. Le général Ramir, qui prend le commandement de l'armée, et donc il doit quand même d'abord être sûr qu'il connaît tous les plans qui ont été préparés par le commandement du général Halevi. Et aussi, il y a des problèmes personnels qui seraient les chefs
militaire, chef de division, le chef de commandement du Sud. Et donc, ça peut, disons, ça peut influencer sur la décision israélienne quand d'ouvrir une opération militaire s'il n'y a pas de résultat dans les négociations. En fait, vous dites que les Israéliens ont tout intérêt, pour les raisons que vous avez évoquées, le changement de chef d'état-major en particulier, de suspendre, de surseoir à une opération militaire et d'attendre de voir comment les Américains essayent de débloquer une situation qui, pour l'instant, semble être dans l'impasse, c'est ça? Oui, et ça aussi est relié au plan de paix arabe. Ce que propose pour le moment, on ne sait pas exactement quels sont les détails. Il y a une proposition égyptienne qui est considérée trop favorable au Hamas, mais il y a quand même la position de l'Arabie Saoudite et des Émirats. Et donc, on va voir qu'est-ce que suivra cette proposition au moment où elle sera publiée et surtout passée à l'administration américaine. Alors, je voudrais avoir votre appréciation maintenant sur ce clash entre Zelensky et Donald Trump et sur ses répercussions. Comment vous, vu de Tel Aviv, vu de votre expérience, vous considérez ce qui s'est passé et quels sont les changements auxquels il faut s'attendre? On dit peut-être de ces changements tectoniques, on parle dans les relations internationales autour de cette affaire. Je vois de nouveau une parallèle parce que les États arabes se sont unis justement pour ne pas accepter ou pour rejeter le plan de Trump sur l'exclusion de la population palestinienne et la transformation de Gaza dans une rivière à riches. Et les mêmes sur le plan européen, c'est-à-dire les pays de l'Europe, la grande majorité, et c'est surtout les trois puissances ou quatre puissances, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et peut-être l'Italie, ont décidé de faire face à la politique américaine qui est vraiment met dehors non seulement les intérêts de l'Ukraine, mais trahit en grande partie la coalition transatlantique. Et on a vu qu'il y a eu le sommet des pays européens. Et il y a une coalition qui s'est formée, la Coalition of the Willing, ceux qui veulent changer la donne, c'est-à-dire aider directement l'Europe qui doit aider l'Ukraine en plaçant sur le territoire ukrainien des forces militaires pour assurer un cessez-le-feu permanent et empêcher une nouvelle agression de la Russie. Et donc, on va voir dans les prochains jours comment ça va se passer sur le plan de relations entre Trump et les dirigeants européens. Mais en même temps, on voit qu'il y a aussi la question du Moyen-Orient. Ce n'est pas seulement la question de Gaza, c'est tout le contexte moyen-oriental et aussi sur le fond du problème du projet nucléaire iranien qu'on a un peu oublié. Et tout ça doit se résoudre peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines. Votre estimation personnelle, Donald Trump peut continuer à gérer la politique internationale à coup de menaces, de pression aussi solide, aussi féroce? Si la coalition arabe a réussi à arrêter le plan grandiose du président Trump, et si l'Europe réussit à convaincre non seulement le président, mais aussi le Congrès américain et l'opinion publique américaine, donc on dit par exemple que le terme utilisé par le premier britannique, Coalition of the Willing, c'est la coalition de ceux qui veulent participer à cette coalition, c'est un message au peuple américain, aux dirigeants politiques américains que l'Europe a participé à la guerre de l'Irak en 2003 à côté des États-Unis. Donc les États-Unis doivent prendre en considération aussi l'apport, l'influence européenne dans tout ce qui se passe, surtout sur le continent européen. Oui, il y en a qui diront que l'Europe ne représente plus grand-chose, surtout pas face à une Amérique qui paraît aussi puissante que celle de Donald Trump. Oui, mais il y a des plans peut-être maintenant européens disons, de former ou de constituer une force militaire unie européenne. C'est un sujet qui est depuis
10-15 ans sur la table et n'a pas été résolu. Il y a le problème de voir quelle serait la relation entre les pays européens et l'OTAN. Parce que dans l'OTAN, c'est les États-Unis qui conduisent pratiquement sur le plan militaire. Même le Canada s'est ajouté maintenant à la coalition européenne. Et on sait qu'il y a un conflit aussi entre le Canada et les États-Unis. Donc c'est un cadre très complexe, très sensible et assez difficile à résoudre. Mais moi j'espère que finalement les conseillers du président Trump lui convaincront qu'il doit peut-être changer un peu, non peut-être tellement de stratégie comme de tactique. Disons, du point de vue politique, comment se comporter avec des alliés fidèles qui, depuis des décennies, sont les meilleurs amis des États-Unis dans le monde. Eh bien, docteur Élie Carmon, merci beaucoup de nous avoir aidé à mieux comprendre, à décrypter cette situation, à la fois donc au Proche-Orient et en Ukraine. Et vous le disiez, donc ce sont deux dossiers qui sont liés. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre appréciation de cette situation. Merci. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous et bonne journée à tous. À Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, on va commencer cette revue de la presse en tentant de faire le point sur les pourparlers autour de la prolongation de la phase 1. Oui, on va reprendre les manchettes des quotidiens israéliens, des deux grands quotidiens israéliens, le Yediot Aharonot et le Israël Hayom, qui sont consacrés ce matin à ce qui s'est passé hier dans l'enceinte de la Knesset autour d'un débat sur la formation d'une commission d'enquête sur les événements du 7 octobre. Déconnecté, c'est la manchette du Yediot Aharonot de ce matin. Elle résume effectivement ce qui s'est passé hier à la Knesset, lorsque la garde de la Knesset a interdit à des familles endeuillées qui l'avaient souhaité l'accès au balcon des invités au débat pour participer au débat des députés sur le thème de la formation d'une commission d'enquête d'État sur les carences du 7 octobre. La photo qui illustre cette manchette ce matin, eh bien, c'est celle d'une empoignade entre les gardes du Parlement israélien et des membres de ces familles. Et puis déconnecté, c'est également le titre d'hier, donc parce que le député du camp de la nation, Héli Troper, a voulu remettre une lettre émouvante de Yarden Bibas adressée à Binyamin Netanyahou, mais celui-ci est resté insensible de marbre et il n'a pas voulu prendre la lettre des mains du député. Le Israël Hayom lui aussi montre une photo du balcon de l'hémicycle avec les parents endeuillés qui tentent d'exprimer leur mécontentement, et le journal titre « Les parents endeuillés ont été chassés violemment du balcon de la Knesset ». Les deux extraits des deux éditoriaux du Yediot qui figurent en première page se rapportent justement, Daniel, à cette absence de sensibilité du gouvernement envers les familles éprouvées. Oui, et Sima Kadmon écrit dans son éditorial ce matin: hier, le Premier ministre a fait montre d'une déconnexion totale, déconnexion des familles d'otages qui s'étaient installées au balcon de l'hémicycle et déconnexion de 2/3 du public israélien qui réclame la nomination d'une commission d'enquête sur les événements du 7 octobre. Et Chen Artisror, lui, elle aussi parle dans la muraille de ce qu'elle appelle la muraille de Chine, celle dont le gouvernement israélien s'est entouré pour garantir sa sécurité et sa longévité, une muraille pour se protéger de la douleur des Israéliens et de la colère, de leur colère et de leur regard. Et dans le Israël Hayom, eh bien, Rafi Ben Chetrit, qui est un parent endeuillé, écrit: le gouvernement n'a pas honte, c'est le signe de l'infamie pour le Parlement israélien. Et le Israël Hayom nous rappelle que c'est aujourd'hui qu'une délégation d'ex-otages rencontrera le président Trump à la Maison-Blanche. Et parmi ces ex-otages, Elisha Arabi, dont l'interview jeudi dernier à la télévision israélienne a ému toute la nation, et même le président Trump, donc, qui a décidé de l'inviter avec d'autres ex-otages. Ces rescapés de l'enfer ont la ferme intention de demander au président américain de tout faire pour que tous les otages soient libérés en une seule et même fois le plus rapidement possible. Et en marge de Israël Hayom, ainsi que l'ensemble des sites d'information, publie tout ou partie de cette lettre de Yarden Bibas adressée à Binyamin Netanyahou. Le Yediot Aharonot publie ce matin une caricature dans laquelle on voit Netanyahou téléphoner à Elisha Arabi et lui dire: Eli, je sais aussi que cela signifie d'être attaché à des chaînes, et les chaînes auxquelles Binyamin Netanyahou est apparemment attaché dans cette caricature, eh bien, ce sont celles qui le relient au ministre des Finances Bezalel Smotrich.
Tous les quotidiens reviennent ce matin sur l'attentat d'hier à Haïfa qui a coûté la vie à un Israélien, un Arabe israélien. Oui, les journaux et les sites d'information rappellent que le terroriste qui a été neutralisé est un druze israélien de 20 ans et que la victime est effectivement un Arabe israélien de 70 ans du village de Kfar Kana en Galilée. Et dans la famille du terroriste druze, on affirme que celui-ci était déséquilibré mental. Nous sommes certains qu'au bout du compte, ce ne sera pas considéré comme un attentat terroriste, affirme cette famille. Pour Hanan Greenvad, dans le Israël Hayom, nous sommes actuellement tous les cibles du terrorisme palestinien, que ce soit d'Itamar jusqu'à Haïfa. Et Itamar, c'est pour marquer le 14e anniversaire du terrible massacre de la famille Fogel, l'assassinat d'un père, le Rav Ehud Fogel, d'une mère, Ruti Fogel, la fille du Rav Yehuda Ben Ishai, qui est le rabbin de la communauté francophone d'Emouna à Jérusalem, et de 3 de leurs enfants, Ouad, Elad et la petite Adas, qui elle n'avait que 4 mois. Le Maariv consacre sa page d'ouverture ce matin à la première démission officielle au sein de Tsahal après la publication des rapports de l'armée sur le 7 octobre. Oui, il s'agit du général Oded Bassiou qui était le commandant en chef des opérations de Tsahal et qui est toujours d'ailleurs le commandant en chef des opérations de Tsahal, mais il l'était le 7 octobre. Il a déclaré hier pour expliquer sa démission: nous avons échoué, nous n'avons pas compris en temps réel le 7 octobre que la division de Gaza s'était totalement effondrée. Le général Bassiou, qui était en fonction donc pendant les 4 dernières années, a remis sa démission au nouveau chef d'état-major, le général Eyal Zamir, qui doit prendre ses fonctions demain. Et cette démission a été acceptée, mais le général Zamir lui a demandé de rester encore aux commandes dans les prochains mois afin de ne pas déstabiliser l'appareil militaire. Le site N12 et la chaîne 12 ont publié par ailleurs hier des extraits d'enregistrement de ce qui s'est passé le 7 octobre dans le fortin de Nahal Oz. Oui, un fortin qui a été pris d'assaut par les terroristes du Hamas et dans lequel 53 soldats et soldates ont été tués. La chaîne 12 a publié des enregistrements des radios du fortin avant et pendant les combats, ainsi que des téléphones portables des soldats. Le site N12 rappelle que 10 des soldats ont été kidnappés par le Hamas et que l'un d'eux, eh bien, c'est Matan Engerest, est toujours vivant. Et d'ailleurs, on le voit dans un message vidéo de plus filmé par le Hamas, mais un message qui a été envoyé il y a 1 an. Ses parents ont accepté de rendre publique cette vidéo dans laquelle il lance des appels pressants à sa libération. Il faut souligner qu'il est détenu dans des conditions particulièrement inhumaines et fait l'objet de tortures. Et puis enfin, la première chaîne de télévision a réalisé un sondage sur les intentions de vote des Israéliens en cas d'élection anticipée. Et la constatation principale de ce sondage, c'est que le bloc de l'actuelle coalition se renforce légèrement. Il totaliserait 55 députés contre 54 pour l'actuelle opposition. Le Likoud obtiendrait 26 mandats. Derrière lui, le camp de la nation de Benny Gantz avec 16 mandats. Et juste derrière, le parti Israël Beiteinu qui se stabilise à 15 mandats. 12 pour le parti démocrate de Yair Golan. Dans le cas de figure que l'on évoque d'ailleurs ces derniers jours, où c'est Gadi Eisenkot qui prendrait la tête du camp pour la nation à la place de Benny Gantz. Et dans l'hypothèse où Naftali Bennett reviendrait à la vie politique, eh bien Bennett obtiendrait 25 mandats avec son parti, 2 de plus que le Likoud. Mais en 3e position, avec 22 mandats, eh bien le parti de Gadi Eisenkot qui se renforcerait sur le compte d'Israël Beiteinu et justement du parti démocrate. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Cyril Aslanov, qui est professeur des universités ex-Marseille, en particulier, qui est linguiste et militant, on va dire, de la cause ukrainienne, contre l'agression russe. Vous avez tenu à mentionner cette appellation parce que c'est votre positionnement aujourd'hui. Bien entendu, on peut supposer, Cyril, que vous êtes assez furieux après avoir assisté à ce clash entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky vendredi soir. D'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai ressenti que des leaders ou des vice leaders bêtes et méchants ont humilié quelqu'un qu'on peut considérer comme un courageux leader de la lutte contre tout ce qui représente la vanille, la dictature, l'autocratie, la violence. Et donc je pense que c'est quelque chose qui n'est pas à l'honneur des États-Unis d'Amérique, qui malheureusement sont gouvernés par un individu inculpé sous 98 chefs d'accusation. Ça en dit long. C'est comme si Al Capone avait été propulsé au pouvoir.
Que peut-on attendre d'un tel gangster? Mais de facto, il est au pouvoir. Et quand il avance des arguments en disant « Nous avons donné à l'Ukraine 300 milliards de dollars pour tenter de combattre la Russie. Nous ne voulons pas continuer à donner cet argent parce qu'on le comprend bien. Donald Trump, c'est l'argent qui le dérange beaucoup. Il nettoie les caisses de l'État. Apparemment, c'est ce qu'il est en train de faire avec Elon Musk. C'est-à-dire, il y a une certaine, on va dire, il y a une certaine logique, est-ce que je me trompe, ou il y a une certaine logique à dire, voilà, nous vous proposons une solution, c'est à prendre ou à laisser, puisque sinon on arrête de vous aider. Oui, mais vous comprenez bien que cette logique de manager, de chef d'entreprise, ne peut pas être appliquée à la direction de la première puissance mondiale, puisque la vie d'une nation ne se résume pas tout de même à des bilans financiers. Il y a toute une dimension géostratégique. Il y a aussi une chose qui était très importante pour la politique américaine jusqu'à une date très récente, la défense de certaines valeurs. Or, Trump étant mu essentiellement par une logique très très primaire de profit-perte, ne peut pas comprendre que les États-Unis ont une mission dans le monde. Cette mission est de représenter les valeurs occidentales contre les antivaleurs de l'axe du mal qui va de Moscou à Pékin en passant par Téhéran, très important ce point, et Pyongyang en Corée du Nord. Donc, comme il est assez limité intellectuellement, ce Trump, enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous avez fait l'analyse un peu de ces discours qui sont des éruptions de haine et d'impulse. Trump n'est pas quelqu'un qui peut réfléchir à long terme et en maîtrisant tous les dossiers. Il regarde seulement une seule chose, et même sur cette seule chose, il bafouille, il se contredit, il éructe des mantras, et on peut faire l'analyse de façon très ordonnée de ces discours. Il y a une branche de la linguistique qui s'occupe d'analyser les discours politiques pour voir non seulement les contradictions, mais une certaine esthétique de la répétition qui peut révéler des troubles cognitifs dans l'esprit de celui qui tente de s'exprimer. Je ne sais pas si... Alors d'accord, on peut comprendre effectivement, Cyril, cette appréciation, ce jugement, mais finalement, ce que vous dites, eh bien, est-ce que Volodymyr Zelensky ne le savait pas? Il est arrivé mal préparé à cette rencontre. Il ne s'attendait pas à ce que Trump agisse de la sorte. C'était pas une erreur de sa part? Écoutez, le pauvre Zelensky n'a absolument pas le choix. Il a très peu d'atouts et donc il est obligé de se tourner vers les grands de ce monde. Il le fait périodiquement. En Europe, ça marche beaucoup plus pour lui parce que l'Union européenne est dirigée par des gens qui ont quand même des censures, des barrières, un cortex. Devant Trump, il se trouve devant une espèce d'être reptilien à qui il manquerait la structuration corticale. Et je pense que non seulement il n'avait pas le choix, mais en plus, il y a peut-être un malentendu culturel. Pour beaucoup de gens attachés aux valeurs occidentales, les États-Unis apparaissent comme forcément un facteur positif, un facteur de défense de la liberté et de la démocratie. C'est quand même, on l'a souvent surnommé, les États-Unis d'Amérique la plus grande démocratie du monde. Oui, mais Cyril, mais quand on connaît Donald Trump, il n'est pas arrivé hier, il était président pendant 4 ans. On a vu le style déjà de Donald Trump. On pouvait s'attendre à ce que il sermonne. C'est pas d'hier, par exemple. Hein, Donald Trump, c'est pas d'hier qu'il n'aime pas Volodymyr Zelensky. Il l'a déjà exprimé à de multiples reprises. Donc Zelensky devait s'attendre d'une certaine manière. Pourquoi, par exemple, je ne vais pas prendre le cas de Netanyahou qui, lui, caresse Trump dans le sens du poil à 100%, mais ne serait-ce que, par exemple, le roi Abdallah, qui était aussi un des invités au bureau ovale, il a bien compris aussi que le président Trump voulait lui confier quelques centaines de milliers de Gazaouis. Il a dit je vais prendre des enfants, je vais prendre 2000... Il est allé un peu dans le sens, c'est-à-dire...
là, on a tout de suite assisté, pas tout de suite, parce qu'il y a eu une discussion avant, mais on a assisté à une confrontation dans laquelle Zelensky s'est enfoncé, on va dire. Oui, mais vous comprenez bien qu'il n'avait pas trop le choix. Je ne sais pas qui l'a invité ou s'il s'est invité lui-même, mais en tout cas, il y a dans la diplomatie mondiale, dans la géostratégie, il y a des partenaires qu'il vaut mieux avoir ou bien de son côté, ou bien cantonnés dans une certaine neutralité, plutôt que de les avoir contre soi. Eh oui. Et dans sa situation de leader obligé de résister par tous les moyens, devant faire flèche de tout bois, acculé au pied du mur, Zelensky ne pouvait pas faire autrement que de se rendre à Washington. La mise en scène qui a été faite a été très déstabilisante et très humiliante parce que, je ne sais pas si vous avez vu les images, les retransmissions, les journalistes, ou parfois certains disent les pseudo-journalistes, parce qu'en fait c'était des gens qui avaient été désignés soigneusement pour provoquer des effets de déstabilisation. Les bons journalistes étaient exclus de cette curée, et on a curé au sens de dépeçage d'un animal abattu. Oui. Les pseudo-journalistes à la solde du système Trump étaient là pour déstabiliser Zelensky, et il se trouvait très très près des fauteuils où se trouvait la délégation ukrainienne et le staff américain. Il se trouvait vraiment d'une manière presque étouffante, comme encerclant l'entretien. Vous vous rappelez même de cette question grotesque de la part d'un journaliste qui d'ailleurs était à la solde du Trust Trump, qui a dit: pourquoi ne portez-vous pas de cravate, quelque chose comme ça. Non, pourquoi ne portez-vous pas de costume. Niveau vraiment élémentaire et bête de la question, quand on sait que toute la diplomatie de Zelensky consiste à venir en tenue de combat. Un peu comme les Avdil Elf Avdalot, à l'époque, vous vous rappelez, Yasser Arafat arrivait toujours en treillis, avec l'impression, il voulait donner l'impression qu'il était toujours sur le pied de guerre. Oui, mais il a adopté cette stratégie d'arriver toujours en survêtement kaki pour montrer qu'il est toujours dans l'action. Bon, alors, sur le fond, Cyril, qu'est-ce que l'on fait maintenant ? Concrètement, qu'est-ce que Zelensky doit faire maintenant, alors qu'on est en pleine crise et que Donald Trump a tout simplement suspendu l'aide américaine ce matin ? Bon, fort heureusement, il y a encore dans l'OTAN, pour autant qu'il existe encore, il y a des puissances, des moyennes puissances à vrai dire, déterminées à ne pas lâcher Zelensky. Au premier chef, je désignerai l'Angleterre, qui joue encore à nouveau son rôle historique de rempart de la démocratie. Je ne veux pas supposer que l'histoire bégaie, mais il y a tout de même une vocation britannique de respecter certaines valeurs et de voir des lignes rouges. Vous vous rappelez tous de cette période de mai-juin 1940, quand Chamberlain était prêt à négocier avec Hitler par l'intermédiaire de Mussolini, et quand Churchill a déterminé la poursuite de la guerre, à l'époque où, je précise, l'Union soviétique était unie par un pacte de non-agression avec l'Allemagne nazie. Donc la seule puissance qui était capable de résister à Hitler à l'époque, c'était l'Angleterre. Oui, mais vous faites bien de dire à l'époque. En 5 semaines. Vous faites bien de dire à l'époque. Moi, je crois beaucoup en Angleterre. Oui, mais c'était à l'époque, hein, l'Angleterre de 1940, on est d'accord, c'est pas l'Angleterre de 2025. C'est-à-dire, est-ce que l'Angleterre a le pouvoir de sa politique ? Est-ce qu'elle a les moyens de sa politique ? Est-ce qu'elle est capable d'insuffler à l'Ukraine des milliards et des milliards de dollars ou de livres sterling d'aide militaire ? Est-ce que la France peut faire la même chose et se substituer aux Américains ? Ça semble peu probable. Si on considère l'Union européenne comme la puissance Europe, c'est le rêve de Macron,
D'abord, l'aide financière est possible. Et vous oubliez que l'Allemagne a fort heureusement envoyé à la maison ce grotesque Olaf Scholz et elle a choisi une politique de centre-droit qui est certainement plus déterminée que le centre-gauche porté à la collaboration avec la Russie que dans la lutte contre le mal absolu qui est la Russie. Alors, oui. Alors, je voudrais qu'on parle un peu du lien entre ce dossier ukrainien et l'État d'Israël. Vous pensez qu'il existe un lien entre les deux dossiers ? Oui, mais c'est sur le mode de la contradiction. Il y a actuellement je dirais, une axe du bien représentant les valeurs occidentales, la démocratie et la liberté, qui allait, malheureusement, je dois peut-être mettre le verbe au passé, de Washington à Tel Aviv, Kiev, Séoul, en Corée du Sud, Tokyo et Taïwan. Sans oublier, évidemment, les puissances européennes. Cet axe du bien s'opposait à l'axe du mal qui va de Moscou à Pékin en passant par Téhéran et Pyongyang, avec des espèces de pays complètement problématiques comme le Venezuela, Cuba et toutes sortes de pays qui font partie de ce BRICS+, vous savez. Oui, oui, bien sûr. Bien, dans l'axe du bien, j'appelle ça l'axe du bien parce que je suis tout à fait clair avec moi-même. Pour moi, les valeurs occidentales de la démocratie et de la liberté sont absolument hors de toute négociation. Il faut les poser comme des valeurs absolues. Eh bien, dans cet axe du bien, il y a une petite contradiction. C'est le fait qu'il y a Kiev et Jérusalem dans le même axe. C'est là que l'axe souffre d'une sorte de maillon faible. Pourquoi il y a une contradiction ? Pourquoi il ne pourrait pas être dans le même axe ? Non, bien sûr que c'est tout à fait logique qu'Israël, seule démocratie du Moyen-Orient, et l'Ukraine, pays qui veut se détacher de l'héritage post-soviétique pour rejoindre les valeurs occidentales, c'est normal que Jérusalem et Kiev soient dans le même axe. Mais le problème, c'est que la position d'Israël, complètement encerclée sur 7 fronts, est extrêmement changeante. Israël est un acrobate et un swing link de la diplomatie mondiale. Et dans les comptes et les intérêts immédiats, pas à long terme, mais plutôt immédiats d'Israël, il ne faut pas trop mécontenter la Russie. Et c'est là que le bas blesse. C'est qu'il n'y a pas ici un axe parfaitement homogène sur toute la ligne qui irait de Washington à Taïwan en passant par Jérusalem et Séoul et Tokyo. Il y a des moments où la corde est tendue. Le problème de Netanyahou, c'est qu'il n'a jamais réussi à se détacher de cette politique qui a fait beaucoup de mal à Israël en son temps, qui était de jouer sur les contradictions. Est-ce que vous vous rappelez de l'époque où la Roumanie de Ceausescu était le seul pays du bloc socialiste qui avait préservé des relations diplomatiques avec Israël? Eh bien, si on regarde rétrospectivement ce qui s'est passé dans les années 70, enfin depuis 67, entre 67 et 89, la chute du dictateur roumain, si vous voulez, toute le rôle très ambigu de la Roumanie, seul pays du bloc soviétique qui était autorisé à entretenir encore des relations avec Israël, mais ce n'est pas vraiment à l'honneur d'Israël d'avoir continué à entretenir des liens avec Ceausescu. Eh bien, je dirais que la doctrine du Misrad Hachutz n'a pas été véritablement révisée en ce sens. Et il n'y a pas, si vous voulez, de cohérence axiomatique fondée sur des valeurs dans la manière extrêmement brouillonne de jongler avec les alliances qui parfois sont des alliances contradictoires. Oui. Et j'en viens au point essentiel. Actuellement,
dans la confrontation de l'axe du mal et de l'axe de la démocratie et de la liberté, il y a une chose qui est indéniable et que pourtant les gens ne évaluent pas suffisamment à sa juste valeur. C'est le fait que aussi bien Kiev que Jérusalem ont le même ennemi qui est l'Iran. L'Iran, pourvoyeur de Shahed 16 et autres munitions à la Russie dans sa lutte contre l'Ukraine, l'Iran comme le cerveau de la pieuvre qui étouffe Israël sur au moins 6 fronts aujourd'hui. Donc, peut-être 5 en fait. 5 fronts parce que bon, la Syrie de Assad fort heureusement a croulé et le Hezbollah aujourd'hui n'est plus tout à fait en forme. Mais pour combien de temps? Donc, on n'a pas encore suffisamment évalué le fait que notre ennemi commun, c'est l'Iran. Et qui dit Iran, dit aussi la Russie qui est derrière. Et ça, Netanyahou, dans sa politique d'avant le 7 octobre, n'avait jamais, et surtout dans sa politique d'avant le 24 février 2022, Netanyahou soit a fait semblant, soit lui-même n'a pas été capable de comprendre que l'alliance Moscou-Téhéran est une alliance très serrée, très nuisible, et que dans ces conditions, il valait mieux prendre à 100% le parti de la cause ukrainienne contre ce quatrième Reich qui s'appelle la Fédération de Russie. Eh bien, on a bien compris votre position et votre opposition surtout à justement ce que vous appelez le quatrième Reich, donc le régime de Poutine. En tout cas, merci beaucoup, professeur Cyril Aslanov, de nous avoir donné votre appréciation sur ces derniers développements, on va dire tectoniques, extrêmement importants sur le plan international après cette rencontre, ce clash entre Donald Trump et le président Zelensky. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Vous aussi, merci. Merci à vous.